Ça voudrait aussi dire qu'un amiral serait incapable de battre ne serait-ce qu'un chevalier. Et oui, ça il faut y penser. S'il y a qu'avec le haki des rois qu'on peut, Kizaru, Fujitora, Aramaki, Akainu, du côté de la marine... Actuellement, ça me semble être la seule solution, ou en tout cas la solution la plus crédible. Faut être honnête, hein, si vraiment il te le faut, bah, c'est compliqué. Ce qui signifie que tous ceux devant combattre définitivement le Gorosei et les chevaliers divins doivent être des utilisateurs de haki des rois dans sa forme avancée de préférence. Mais si vous voulez... Après, en vrai... En termes de hiérarchie, c'est pas déconnant. Hiérarchiquement parlant, tu dis que les chevaliers, en termes de statut, tout en haut, et les amiraux, les serpillères, tout en bas. Est-ce que ce serait étonnant que, en cas de révolte, s'ils essaient de faire les grands, on envoie Shamrock, on envoie Gunko, on envoie un général Saint-Somers pour les mener à la baguette? Pas si étonnant que ça, hein. Vous voulez mon avis, et vous êtes de toute façon un petit peu là pour ça en même temps, on pourrait avoir un début d'explication sur ce pouvoir de régénération grâce à Scopper Gaban. On va dire que s'il y a bien un équipage du monde de One Piece... Enfin, j'abuse moi, Mind General, Gunko, tu ramènes que Shamrock. tu ramènes le père et le fils. Tu ramènes Shamrock featuring le daron, j'ai un trou de mémoire comme le daron, Garling, Figarland. Heureusement que je l'ai dit avant que quelqu'un le dise dans le chat, ça aurait été honteux. Voilà, à deux, ouais, je pense qu'il les mène à la baguette. Dû se frotter à ce groupe d'élite, c'est bien celui de Roger, et tout comme Rayleigh a enseigné à Luffy comment combattre les utilisateurs de fruits du démon avec le haki. D'où l'intérêt pour le coup que Gaban ait le haki des rois. Ah. Là, pour le coup, effectivement. Eh bien, Gaban expliquera comment le haki fonctionne pour contrer l'immortalité du Gorosei. C'est pourquoi j'explique depuis le début d'Elbaf que celui est censé servir d'entraînement pour les Mugiwara, afin qu'ils trouvent un moyen pour passer outre l'immortalité de leur ennemi. Et la présence de Gaban, symbole du mentor à l'image de Rayleigh, n'est à mon avis pas un hasard. Une seconde d'être une fraude, je te jure. Ça s'est joué à une seconde. Bon, voilà pour cette partie. Mon destin s'est joué à une seconde. Une misérable seconde. Du chapitre que je voulais mentionner dès le début de cette review, il y a encore plein de sujets que je veux aborder autour de l'interaction entre Gunko et le groupe des Mugiwara, donc je vais tâcher d'aller vite et à l'essentiel. Nami dévoile une nouvelle technique, le Thunder Shark, qui est en réalité Zeus qui prend une forme de requin, si jamais vous n'aviez pas compris. Alors c'est difficile de juger la puissance de cette attaque, vu que Gunko la retourne. Pas mal, hein, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. En mode requin et tout, plus rapide j'imagine. Mais visuellement, franchement, j'adore. Plus rapide, plus énervé, j'aime beaucoup la technique. Zeus en lui-même reste... Imagine, elle te fait un tigre, elle te fait un dragon. Non, la folie. Et putain de... Ça y est, Oda il a ouvert une porte, c'est ça que j'aime bien. Là, Oda il a ouvert une porte. Une idée de la Fujitora meurt. d'Oda, je suis trop content que Nami ait eu un tel power-up, ça lui va trop bien. Voilà, je voulais juste redire ça vite fait. Je sais pas pourquoi ils lui ont donné une apparence de requin pour autant, mais c'était graphiquement très très cool. Ouais. Très hâte de revoir le Thunder Shark à l'action du coup. Gunko Gunko, comment je la kiffe, elle est froide. Gunko incroyable. Considère elle et les chevaliers divins comme des dieux. Bon bah c'est pas forcément étonnant, hein, c'est du roleplay de dragon céleste ça. Par contre, très très intéressant, Brook connaît les chevaliers divins. Et ça mon gars, je m'y attendais pas. En fait Brook c'est énormément de choses. D'ailleurs Nami c'est parce qu'elle a affronté Shark du coup. Elle a affronté Shark, c'est pour ça qu'elle a fait un requin. Il connaissait Wano Kuni et l'histoire des samouraïs avant tout le monde, il connaît la tribu des trois yeux. Maintenant il révèle connaître les chevaliers divins, ça témoigne de grandes connaissances et aussi d'un grand vécu. Il a quand même 80 ans, le boug c'est normal. Mais du coup, on peut se poser quand même la question de son passé, parce que connaître Wano ou la tribu des trois yeux, j'imagine que ça peut aller, mais les chevaliers divins sont quand même censés... C'est un hommage à Arlong. Ouais, je crois pas qu'elle a envie de faire un hommage à Arlong, frérot. De toi à moi, frérot, je crois vraiment pas qu'elle veut rendre un hommage à ce chien d'Arlong. Après, peut-être, hein, je suis pas dans sa tête, hein, je te donne mon avis. Être assez discret, non? Assez secret. Du coup, je me demande si nous allons pas découvrir dans son futur flashback un lien ou une rencontre avec ces chevaliers. Et oui, ne vous étonnez pas si Brook... Il y a un mec, il a dit Brook était chevalier divin, j'ai pleuré de rire. Brook, chevalier divin. J'aurais... Non, mais non, on peut pas... Un nouveau flashback de sa précédente vie. Il y a un mec, il a dit Brook, chevalier... Ouais, parce que c'est le moment, il faut sortir un peu des trucs qui hype un peu, tu vois. Il n'a pas toujours été pirate, avant cela, il était chef d'une troupe de garde dans un royaume de West Blue. Et je sais pas si vous avez réalisé, mais on n'a pas qu'un seul flashback des Mugiwara, en général. On peut en avoir au moins... Chevalier du pain. 2.
Hein. Zoro, on a eu un avec Kuina, puis un deuxième récemment sur Wano Kuni avec Enma et tout. Sanji en a eu 2 également pour tout comprendre de sa vie dans sa globalité. Luffy en a eu plusieurs également, et c'est pas fini. Nico Robin, j'en parle même pas. Donc là, quand on sait que Brook a toute une histoire avant la piraterie, une histoire qui lui a sûrement permis d'apprendre l'existence des Chevaliers Divins, bah on se doit d'absolument avoir ce flashback complet. Il est très probable que... Ouais, c'est vrai qu'on a eu le truc avec son histoire, avec son équipe qui s'est fait fumer, mais on n'a pas le reste, ouais. Lorsqu'il était chef de troupe, il ait entendu les... Alors il y a Hydros qui dit, perso, je pense que Garp, Nojif, tous les chevaliers divins et toi. Comment te dire, Hydros? Comment te dire? rumeurs d'un massacre Comment te dire? sur un royaume voisin qui a accueilli une chasse à l'autochtone, par exemple des dragons célestes autochtones. Non, je pense de toi à moi qu'il baisse les yeux devant Garling. De toi, moi, je pense qu'il baisse les yeux. Je pense qu'il le voit, il baisse les yeux. Garling, il a cette aura, ce statut, cette expérience, cette vie qui fait que, tu vois, après le reste, ça dépend. C'est au cas par cas, tu vois, ça dépend. Pas compliqué à dire. Bref. Ou même qu'il ait carrément vécu l'une d'entre elles. Peut-être que c'est la raison qui l'a poussé à devenir pirate. Pourquoi quitter un emploi aussi important dans un royaume si ce n'est pas par peur? Autrefois, j'étais chef de la garde royale d'un... Bah, peut-être parce que le royaume s'est fait péter, hein, c'est tout, hein. Ou par dégoût. Brook cache des choses, ou en tout cas il ne parle pas beaucoup de son passé, exactement comme Sanji auparavant quand il cachait au Mugiwara ses véritables origines avec les Vinsmoke et tout le tintouin. Brook doit avoir... Ça me rappelle, c'est quel amiral déjà? Le pays s'est fait péter. C'est pas Fujitora? Un des de Fujitora? Non, Aramaki, c'était un V-Word qui s'est fait péter, il a été enfermé. Fujitora. Je crois que c'était Fujitora, un royaume en guerre, un royaume finito et tout. Avoir honte de quelque chose ou doit avoir un vrai traumatisme qui est peut-être lié au Chevalier Divin. D'ailleurs bizarre, hein. Fujitora, il devait protéger le royaume. Fujitora, le fameux niveau Shanks, qui a pas été capable de protéger son royaume. Expliquant pourquoi il est si discret sur le sujet. Après peut-être que c'est l'équipage de Kaido qui est venu tous ensemble pour détruire le royaume, peut-être, on sait pas. Et le dernier et ultime point à aborder avant de parler de la fin du chapitre, c'est évidemment la fin du monde. Gunko en parle comme en parlait Vegapunk et explique que le monde devait disparaître, mais que Clover, Olvia et Vegapunk du coup l'ont fait Certains humains en ont pris conscience et l'ont fait savoir au monde entier. Savoir au monde entier. Cette fin du monde s'est alors transformée en présage d'une grande guerre, car tous voudront sauver leur vie en combattant ceux voulant les engloutir. Vous avez compris que Gunko explique alors que sans les Vegapunk... Aramaki égale policier plus Speedy. C'est tellement vrai. Aramaki, c'est tellement PDD. Ah, j'ai la vision. Et c'est Oda qui le dit en plus, hein. SBS, allez vérifier, hein. Allez vérifier. Ouais. On a vraiment trouvé le PDD de One Piece, hein. Je vous jure que c'est Aramaki. Et les savants d'Ohara, le monde aurait pris fin sans que l'humanité en soit avertie, et ce à cause de la fameuse montée des eaux. Mais sauf qu'il n'y a pas que ça, parce que les mots qu'elle emploie en disant qu'une énorme bataille... Non, frérot, c'est dans un SBS. Oda, il a dit dans un SBS, c'est un V-word, Aramaki. Il est même parti en prison et tout, les mecs du GM, ils sont partis le chercher parce que justement il était en prison. Donc ils lui ont dit bon, on te libère, tu deviens amiral. Engloutir le monde et sur le... C'est pour dire à quel point ils ont confiance en la nouvelle génération de marine, hein. Ils ont préféré les prendre un V-word, hein. Je dis ça, je dis rien. De commencer est en réalité mot pour mot l'une des dernières phrases prononcées par Barbe Blanche à Sengoku avant de mourir au chapitre 576. Et tout ça, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'avant même que Vegapunk ne révèle le futur du monde en sombrant dans les océans, une grande bataille était déjà prévue dans l'histoire de One Piece. Roger, celui qui a donc tout raconté à New Gate avant de mourir, a découvert et compris qu'un dit bien spécial allait venir défier le monde. Ce dit, c'est évidemment Luffy. Cette bataille qui va arriver, la fin du monde de One Piece étant sur le point de commencer, a été teasée il y a presque 600 chapitres. Entre nous, un Galaxy Divide bien placé, one-shot Garling, mais one-shot même pas Pizarro, frérot, Hydros. Il one-shot même pas Pizarro, il a fait autant de dégâts que Kobe. Tu vas me dire que Kobe, il one-shot Garling, Hydros. Combien de fois vais-je devoir te prévenir, Hydros? Pas ici, bordel de merde. Ailleurs, peut-être. Chez les cons. Tu vois, chez les cons, tu peux dire ça. Entre cons, ils vont te dire, ah, mais oui, Hydros, t'as raison. Oui. Je parle comme Mickey, je sais pas pourquoi, mais... je les imagine comme ça, mais pas ici, frérot. Oh. Titre sur Marineford. C'est aussi une lutte pour le trône, comme le clamait Doflamingo dans sa folie. Une guerre pour devenir le roi, un rôle qu'Emmet souhaitait offrir à Joy Boy en échouant. En fait, Luffy à la fin de One Piece ne sera donc pas simplement le roi des pirates, si c'est lui l'homme qui défiera le monde, si c'est lui le dit attendu, si c'est lui qui gagnera la bataille pour le trône, alors Luffy ne sera jamais le roi des pirates. Luffy sera ce que Barbe Noire veut être, ce que Chebek voulait être, ce que Loki
Franky aspirait aussi à être, Luffy sera le roi du monde. Luffy, dans cette bataille, en trouvant le trésor qui retournera le monde, le trésor du One Piece, contrôlera le monde entier. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on le sait déjà, parce que Gaimon nous l'a dit. c'est fou que Gaimon arrive comme ça dans une théorie, mais ses adieux avec Luffy au chapitre 22 sont très très clairs. Il dit à Luffy de mettre la main sur le One Piece et le monde lui appartiendra. Mais en anglais, la version encore plus proche de l'original en japonais, Gaimon dit à Luffy qu'il pourra acheter le monde avec le One Piece. Ça paraît tellement clair et logique maintenant, mais Luffy en devenant J'aime beaucoup l'OSC derrière. roi des pirates, Ça fait très... achètera le monde, que ce soit littéralement ou Oui, les trucs de tribu, les trucs de guerriers et tout, j'aime beaucoup. métaphoriquement, mais deviendra pour sûr le roi du monde, comme l'aspirait à être un grand nombre d'antagonistes. Et même, écoutez-moi bien, c'est peut-être ça le grand rêve de Luffy. Il veut acheter le monde, d'où la réaction de chacun en l'écoutant. Oui, Magellan, oui. Si Kobe avait frappé la tête de Pizarro, elle aurait explosé. Garp l'a juste fissuré. Oui, Magellan, oui, mais il faut pas trop le dire. Faut le dire. T'as le droit de le dire, mais moins fort. C'est aussi le rêve de Roger, mais vu qu'il n'a jamais obtenu le One Piece, puisqu'il n'était pas le dit qu'attendait Joy Boy, et que seul Luffy peut réussir cette épreuve, alors Roger n'a jamais pu acheter le monde, il n'a jamais pu en devenir le roi. Voilà, donc c'est fou, cette guerre arrive, celle qui vaudra 1 million de Marineford, et elle sera la dernière de One Piece. Autre événement assez important dans ce chapitre. Aïe. Ça, on en avait parlé en Cross Guild, hein, bien évidemment. Le fameux Coron, je sais pas comment vous le prononcez, vous je l'appelle Colon moi, qui se fait embarquer, maltraiter. Chapitre, c'est la capture de Coron par Genko. Rien d'officiellement acté, bien sûr, mais bon, voir le gamin géant s'envoler dans les airs, enroulé dans les bandages, là, je pense que je prends pas trop de risques pour affirmer sa capture. Bon, et du coup, c'est trop bien, pas pour lui, le pauvre, mais pour la théorie que je vous spamme depuis 2 mois sans cesse maintenant, sur le fait qu'il se fera kidnapper par les chevaliers divins. Ouais, bon, on peut dire que je suis un peu un précurseur, ouais. Bon, de toute façon, honnêtement, je vous ai déjà absolument tout dit sur l'importance de la capture de Coron, les conséquences, les enjeux, bref, vous savez tout, on en parle quasiment toutes les semaines depuis le chapitre 1138. J'ai rien à vous apporter de plus, voilà. Mais quand même, et comme je le disais il y a quelques temps en live sur Twitch, au bout d'un moment, il faudra savoir... On dirait les Américains qui flexent avec des grosses chaînes, mais c'est les grosses chaînes en carton. Non, je rigole. C'est la famille Goji, je rigole. Voir où ça mène ce kidnapping. Vous voyez dans les matchs, dans les trucs de NBA et tout, des fois ils font des tests si c'est du diamant ou quoi. C'est pas du diamant, frérot. C'est pas du diamant. Là sur Elbaf. Je vous explique, c'est très... Je suis mort. Alors reprends, non c'est la famille. simple, mais on est d'accord pour dire que ça ferait quand même un petit peu tâche que les chevaliers divins ne réussissent pas leur objectif sur Elbaf. General Sans-Sommer, ça. Avoir de kidnapper des gosses. Je dis ça parce que des échecs de mission pour le gouvernement mondial, on s'en tape déjà assez avec le Cypherpol qui ne réussit à quasiment rien, soyons honnêtes. Non, en fait, il réussit à rien du tout même, et c'est d'ailleurs pour... Ouais, mais le problème, c'est au niveau de la chaîne de commandement. Au niveau du CP0, tu prends le groupe en lui-même, même pas, Ceci c'était une traître, bon, allez, au-delà de ça. Lucci, le problème, c'est que il est tellement, je sais pas s'il est bête ou si c'est autre chose, mais quand il dit, maintenant que Kizaru est là, on va vous battre. Alors que Luffy, il a mis un Waistargon à Kizaru, il est tombé comme une mouche, et que Zoro, il a fait sa technique mouchetée, il est tombé comme une, enfin, il était KO, Lucci. Pourquoi quand il débat... Sans oublier que la Vivre Card nous dit que Guernica est plus fort que Lucci. C'est compliqué, en fait. Des fois, au niveau... En fait, c'est triste, mais c'est au niveau de leur chef. C'est au niveau de leur chef que c'est compliqué, hein. Alors que n'importe où, ben, il n'effraie plus personne. Guernica, super... Ouais, frérot, Vivre Card, tu peux vérifier. Guernica plus puissant que Lucci, c'est 10 noir sur blanc. Donc, ouais, hein, Lucci intermédiaire, je sais pas quoi, ouais, ça n'existe pas. La technique mouchetée, elle one-shot un Ray les vieux. Arrêtons de déconner 2 minutes. Et les lecteurs ne s'inquiètent pas plus pour les protagonistes, tout simplement car on sait que le plan du... Le mec hier, il m'a dit Lucci supérieur à YC1. D'ailleurs, t'es encore là ou... Frérot, t'es encore là ou ta piscine? Le gouvernement sera mis en déroute et que le CP va échouer. Wano et Egghead sont les exemples parfaits. Hein, je me rappellerai toujours du début de Egghead quand Lucci arrive avec ses potes là pour tuer Vegapunk. À aucun moment... Non mais en vrai ça s'est passé comme ça devait se passer. Moi ce que j'avais dit c'est que si Oda mettait Lucci contre Jinbei, le combat aurait été trop long. Donc il aurait fallu quelque chose d'autre, une aide ou peu importe. En mettant Zoro, tu sais qu'à tout moment, il lui envoie sa technique, il le tue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Egghead c'était pas des affrontements un contre un et équilibrés. Enfin, faut pas se voler la face non plus. J'ai stressé pour lui. Donc quel intérêt c'est... Pour équilibrer, il aurait fallu plus d'aide. Et après, les doyens sont venus, et là, c'était compliqué. Avec la régène, là, c'est compliqué.
d'introduire une forme évoluée du Cypherpole, à savoir les chevaliers divins, pour qu'ils fassent la même chose qu'eux, à savoir échouer lamentablement H24 en fait. Sachant qu'ils viennent d'être introduits, ne serait-ce pas la pire décision pour Oda de ne pas leur accorder au moins une réussite sur Elbaf? On en vient alors aux gamins géants. Et les chevaliers divins ont de la chance, car Oda leur a laissé deux choix. Soit ils kidnappent les gamins random, ceux qui se font capturer depuis quelques chapitres là, soit ils kidnappent un seul gosse. Important, et c'est Koron. Vous allez me dire, oui mais du coup s'ils kidnappent Koron, c'est un peu un échec en soi. Et oui, mais non, pas totalement non plus, parce que kidnapper seulement Koron, c'est plus judicieux pour plusieurs choses. Ouais, mais le problème, c'est que le plan, si tu prends que Colon, le plan, il tombe à l'eau. Enfin, jamais de la vie, les géants, un peuple si fier, vont baisser leur slip pour récupérer Colon. Enfin, tu me dis tous les enfants, nouvelle génération et tout, on connaît. De base, ça, je trouve le plan nul. Mais alors juste Colon, tout ce que tu vas faire, c'est énerver Gaban, quoi. Notamment la facilité, c'est toujours plus simple à la fois pour les chevaliers divins et pour... Tout ce que tu risques, c'est Gaban qui essaye de ramener tous les anciens pirates de l'équipage de Roger pour venir te faire les fesses, quoi. Et je vous rappelle les mots de Gar, on va pas s'occuper de deux légendes en même temps, hein. C'est Barbe Blanche, puis Rayleigh si vous voulez, mais Barbe Blanche et Rayleigh, ça c'est mort. Si tu veux énerver Rayleigh, Gaban et tout le reste, bonne chance. Pour le storytelling de kidnapper un seul gamin, mais surtout que ce gamin c'est pas n'importe qui. Les chevaliers divins auront la main sur le fils de Gaban, le fils d'un des frères de Roger, un enfant qui a... Je crois que quand Garp combattait Roger combattait à main nue, combat de boxe, t'imagines, il déposait son épée, il dit vas-y viens on se tape dans ton game. T'es introduit aux côtés de Shanks, c'est l'un des principaux personnages de son arc qui a aussi une petite attache avec le fils, je veux dire... J'avoue, en plus Garp il est même plus là, Garp il est actuellement en prison avec Vasco Shot, j'ose même pas imaginer ce qu'il est en train de subir en prison, c'est pour toi c'est l'Hydros. Pense un petit peu à ça avant de dormir ce soir, tu vas comprendre à quel point il fallait changer de train il y a bien longtemps. Que demander de plus? Donc pour moi il y a effectivement deux choix, soit les chevaliers divins capturent tous les gosses excepté Koron, soit ils capturent Koron à la place de tous les autres gosses, et j'ai littéralement la sensation que c'est ce qui va arriver. Ok, on en vient à la partie finale de cette review avant notre petit courrier habituel. Deux choses très importantes ont été dites. Gunko révèle que l'allégeance des géants va influencer le déroulement du conflit et donc de la guerre finale, tandis que Summers dit « Vous étiez censé devenir nos mères... » La tête qu'il a, incroyable, hein. La tête de psychopathe. Pas vrai, Harald, quel enfoiré, il a tout gâché. Bien sûr, il est parlé des géants. Alors on va se focus sur Gunko pour l'instant, et avec sa phrase, elle nous laisse clairement comprendre que les géants seront décisifs dans cette grande guerre. Je crois que c'était plutôt simple à deviner, mais tout vient de Loki, c'est pourquoi lui et Luffy sont montrés à ce moment-là et pas les autres. Loki est inévitablement le plus important des géants, il est le Momonosuke d'Elbaf, celui qui aura un grand rôle et qui ne doit pas mourir. Moi, honnêtement, Nina m'a totalement convaincu sur le rapport de Loki à l'arme antique Pluton. Je vous laisse deux de ses vidéos où elle explique parfaitement cette théorie et comment le prince des géants serait lié à cette arme antique. Donc ça ok, pas de grande surprise sur les paroles de Gunko, mais c'est très important à relever. Par contre, Summers révèle bien quelque chose sur Harald, il avait bel et bien un pacte, un lien, et de ce qu'on peut comprendre, Harald avait promis aux chevaliers divins de se rallier au gouvernement. Il fut un temps où la puissance de votre peuple faisait trembler le monde. Vous étiez censé devenir nos mercenaires, pas vrai Harald? Quel enfoiré! Lors de cette guerre finale. Si on prend un petit peu de recul, ils ont dû faire à Harald ce qu'ils ont fait à Loki, lui demander de rejoindre les chevaliers divins, mais Harald a refusé en échangeant autre chose, la promesse de combattre pour eux lors du Ragnarok de One Piece. Sauf que Harald, plus malin que ça, aurait pacifié son peuple afin qu'il ne soit pas utilisé pour détruire le monde, ce qui est un peu paradoxal puisque c'était la meilleure façon de condamner Elbaf à disparaître puisqu'il ne saurait plus combattre au bout d'un moment. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Je pense en réalité que tout comme il existait la prophétie du fils d'Harald qui allait tuer son père, ce que les gens ont alors reproché à Loki toute sa vie, Harald avait connaissance d'une prophétie annonçant le retour de Nika sur Elbaf pour sauver le peuple des géants. Même les hommes poissons avaient cette prophétie avec l'élu qui guiderait Poséidon sur le bon chemin, alors honnêtement, je serais étonné qu'aucune prophétie annonce le retour de Nika. Harald a baissé son slip devant Garling, bah je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il a dû faire des choix, et tu sais, en tant que chef de nation, en plus une telle nation, ouais, je pense que... Ouais, si c'est plus nuancé que ça, hein, Harald, c'est compliqué. Hein. Cacher les géants, sachant que Nika est leur dieu soleil à eux. Et dans le Harley, en plus, les textes mythologiques d'Elbaf, la fin du troisième monde... Donc Harald s'est chié dessus.
celui Je dans pense que c'est réducteur, frère. lequel nous sommes est bien destinée à être belle, ou du moins le monde doit plus ou moins bien finir. Donc c'est une preuve qu'en laissant faire le destin, en croyant au retour de Nika, il n'y avait aucun intérêt pour les géants de s'allier avec le gouvernement. Ce qui veut aussi dire que, comme je le présentais pour Loki et pour Harald, ce ne sont pas des traîtres ni l'un ni l'autre. Harald n'a pas vendu son pays, il a protégé, et s'il est vraiment mort par Loki, c'est peut-être pour une raison totalement justifiée, peut-être qu'il a demandé à son fils de l'achever, car je vous dis une connerie, mais si c'était le gouvernement, eh ben il aurait pu utiliser son corps ou autre. Non mais je sais pas, mais imaginez que les chevaliers divins ou Imu soient obligés de tuer quelqu'un pour ensuite le faire revivre sur leur contrôle. Bah c'est pas impossible à imaginer. C'est pour ça qu'ils seraient immortels d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà morts, et seul Imu peut retirer la dernière essence de vie qui leur reste. Bref, quoi qu'il en soit, ce chapitre révèle bien Harald en véritable héros d'Elbaf ayant trahi les attentes du gouvernement mondial, et ça c'est pour l'instant la plus grande preuve de sa bonté. Big up du coup à Goji pour la vidéo, hein. C'était fort sympathique. Hein.